Donc je vais vous parler très rapidement des actions de la métropole en matière de lutte contre les nuisances sonores, faire quelques rappels réglementaires mais qui vous ont déjà été exposés dans l'introduction, parler spécifiquement des cartes de bruit, comment on les construit, comment elles sont diffusées, comment on peut les utiliser, comment on les comprend. Parler après de choses qui découlent de ces cartes de bruit, qui sont les plans de prévention du bruit dans l'environnement, qui sont les plans d'action pour lutter contre les nuisances sonores. Et après, une autre source d'information, qui ne sont pas les cartes de bruit, qui elles sont plutôt statiques, c'est le réseau de mesures permanentes sur du bruit, dont je pourrais vous montrer le site qui permet d'accéder aux données, qui sont des données en temps réel, sur lesquelles après on peut faire un certain nombre de traitements, et qui répondraient éventuellement aussi au troisième atelier que vous aviez fait sur l'open data, les données publiques, etc. La métropole européenne de Lille, ça s'affiche bien comme sur mon écran, c'est une expérience historique, une expertise historique en matière de lutte contre les nuisances sonores et de compétences acoustiques. Alors, la métropole n'était pas compétente jusqu'au 1er janvier 2017, pour autant, elle s'était dotée d'équipes techniques pour avancer sur ce sujet et appuyer notamment les communes et les riverains qui étaient demandeurs d'informations et d'appui technique sur cette histoire de lutte contre les nuisances sonores. Donc on a une petite équipe que je vous présenterai tout à l'heure, mais qui réalise des mesures, donc avec des sonomètres, pour objectiver un peu le bruit, parce que certains nous disent il y a du bruit, mais on n'arrive pas à le quantifier, donc on est là pour mesurer le bruit et lui donner une valeur quantifiable, et puis la comparer à un certain nombre de valeurs réglementaires. On fait le bruit, on s'occupe du volet bruit des études d'impact, quand on a un projet, par exemple un projet routier, un projet de construction. On a ce qu'on appelle une étude d'impact avant de réaliser le projet, c'est-à-dire qu'il faut évaluer l'ensemble des impacts, notamment sur l'environnement, sur la société que peut avoir le projet. Donc sur l'environnement, il y a un volet pollution de l'air, un volet bruit, un volet circulation. Et donc l'équipe réalise le volet acoustique de ces études d'impact, en vérifiant qu'après le projet, il n'y aura pas beaucoup plus de nuisances ou il y aura moins de nuisances. Et s'il y a plus de nuisances, quelles sont les mesures compensatoires qu'on va mettre en place pour éviter que le projet ne gêne encore plus de population. On observe donc l'évolution du bruit routier avec un certain nombre de mesures qui sont permanentes, de balises de sonomètres qui sont en permanence fixées sur le territoire et qui enregistrent en continu les données, ce qui nous permet de voir l'évolution du bruit sur le territoire. Et puis, c'est ce que je vous disais, depuis 1er janvier 2017 sur un peu plus de communes, mais dès le 1er janvier 2015, la métropole qui avant s'était dotée de cette compétence, mais un peu d'elle-même finalement, est devenue réellement compétente au regard de la loi en matière de lutte contre les nuisances acoustiques et donc a repris les compétences des communes pour la cartographie du bruit et pour l'établissement des plans d'action qui s'appellent les plans de prévention du bruit dans l'environnement. Bonjour, alors moi je vais vous parler d'un projet artistique qui a été créé en 2012-2013, qui est toujours en cours d'exposition, d'élaboration, de prototypage et de restitution, qui s'appelle Architectural Sonar Works. Avant, j'ai été diplômé à l'université, j'ai travaillé quelques années dans un laboratoire de modélisation 3D. Et j'étais chef de projet d'une commande, parce que c'était une entreprise privée, qui était Nokia et qui souhaitait avoir en 3 dimensions les 270 plus grandes villes du monde. J'ai appris, je vais vous le montrer plus tard, à maîtriser, à connaître à la fois les outils cartographiques et les open data. Au fur et à mesure des villes, au fur et à mesure des morphologies urbaines rencontrées, je me suis rendu compte que les données géographiques étaient très précises et pouvaient justement aller vraiment du général au particulier. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment cartographier un territoire à l'échelle européenne, nationale, mais aussi quasiment à notre propre foyer. C'est-à-dire que sur ces données open data, lorsque on cliquait pour faire simple, sur une maison, sur une emprise de bâtiment, j'avais aussi bien connaissance de l'altimétrie du bâtiment, à quelle hauteur il se situait par rapport au niveau de la mer, que sa fonction, que sa couleur de façade, que sa texture de façade, jusqu'au nom du propriétaire. C'est-à-dire que sur chaque bâtiment, sur chaque, même par exemple ce bâtiment ici,
on pourrait avoir une vingtaine, peut-être même une trentaine de critères hyper précis qui vont caractériser parfaitement ce bâtiment. Ces cartographies sonores sont, comme depuis, je veux dire, peut-être une quarantaine d'années, la ville a été écoutée parce que la ville fait du bruit. C'est-à-dire que la ville fait du bruit parce que l'homme est en mouvement, donc l'homme fait du bruit. Donc, ces travaux-là aussi montrent que une ville fait du bruit et une ville peut être spécifique par rapport à une autre ville. Dans le sens où vous parliez de Nantes tout à l'heure, le bruit du tramway à Nantes fait tel bruit, qui n'a rien à voir avec le bruit du métro de Paris. Il y a une dimension aussi bien cognitive que lorsqu'on met des capteurs dans la ville, donc ça ce sont des travaux à la fois scientifiques mais aussi artistiques qui ont été réalisés. En gros, c'est j'écoute la ville pour la faire écouter aux autres. Et on se rend compte qu'il y a des identités, des cartographies sonores sensibles des villes qui sont créées par la mobilité urbaine, parce que c'est l'homme dans son mouvement qui crée du bruit. Bien, nous, c'est complètement l'inverse en fait. C'est que nous, on va mettre en son tout d'abord, puis en musique, pas l'activité humaine, pas l'homme en mouvement. Dans une certaine manière, peut-être la ville en mouvement, mais on va mettre en musique ce qui reste figé, donc c'est l'architecture. Le procédé, c'était l'hypothèse de base de ce projet artistique, c'était est-ce qu'une hauteur de note équivaut à une hauteur de bâtiment? Est-ce qu'une superficie de bâtiment équivaut à une réverbération de notes? Et à quelle hauteur est le bâtiment par rapport au niveau de la mer? Ça équivaut à une autre couche sonore et musicale. La contrainte, c'est est-ce qu'on peut jouer une ville au piano? Est-ce que une ville de 90 km² de diagonale sera plus longue que Venise, qui est tout petit. Et dans ce cas, c'est que est-ce que 1 mètre à Lille en durée équivaut à 1 mètre à Paris? Et pour essayer d'arriver à reproduire sensiblement et subjectivement aussi, parce que c'est un parti pris à la fois d'extraire ces données-là et aussi de vouloir les rejouer au piano, parce qu'on aurait pu simplement faire du traitement de données, beaucoup plus classique. Je suis musicien, je viens de la musique, j'ai fait même des études assez sérieuses en musique. Et c'est vrai que petit à petit, en tant que compositeur, j'en suis venu quand même à l'idée, c'est pas une coquetterie, c'est pas du dandisme, à l'idée que ce qu'il y a à entendre dehors était toujours plus intéressant que ce que moi je pourrais y apporter, d'une certaine manière. Mais en revanche, je me suis aperçu aussi que les gens ne l'entendaient pas de la même manière que moi. Donc je devais bien avoir une oreille bizarre de musicien ou de compositeur qui faisait que j'idéalisais ce que j'entendais moi dehors.
Et que donc mon métier de compositeur, c'était pas tellement d'écrire de la musique, c'était plutôt d'arriver à faire entendre les gens comme j'entends bien tous les jours dans ma tête, quoi. Je fais une musique, mais en fait, le fait qu'elle soit dans un contexte, avec un décor, avec une action, je crois quoi, un scénario, bon, fait qu'elle sonne complètement différemment. Et que, deuxièmement, j'ai une bonne raison de faire telle note plutôt que telle autre. Ça, c'est très important pour un compositeur, parce qu'en fin de compte, quand vous êtes compositeur de musique, vous avez il vous faut des contraintes, quoi. Sinon, pourquoi tel son plutôt que tel autre, quoi. Le fait qui était très intéressant dans l'espace libre, et notamment la ville, c'est qu'il y avait un contexte, une scénographie préexistante, et ce que la plupart des compositeurs auraient considéré comme des nuisances, comme on l'a vu ce matin, des partenaires de jeu. D'un coup, vous vous retrouvez dans un endroit, dans le sens large du terme, où il y a plein de publics potentiels, une bande passante de publics incroyablement large, vous avez tous les âges, toutes les cultures, enfin bon. Et puis vous êtes tout seul, vous pouvez expérimenter tout ce que vous voulez. Donc, on est passé graduellement de spectacles sonores, on va dire, en plein air, où là, pour le coup, au départ, on faisait beaucoup de bruit, y compris, bon, on utilisait des choses qui étaient contextuelles, comme le train dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en fin de compte, on n'allait pas jusqu'à faire entendre ce qui était déjà là. Or, plus j'ai avancé dans les spectacles, plus ce qui était déjà là m'a intéressé. Alors, une des étapes du déjà là, ça a été l'architecture, où c'est le son de l'architecture qui sont des objets, en tout cas, ce sont des objets en tant que percussionniste, on m'a toujours intéressé, parce que la percussion, c'est très vaste. Les percussions, c'est beaucoup du bruit. C'est beaucoup moins des notes que du bruit. Ça va avec l'idée de s'intéresser au bruit qui nous entoure en tant que sons musicaux, en fin de compte. Peut-être on peut passer un petit morceau d'instrument monument qui est donc, il y a un petit clip sur instrument monument, qui est une des grandes étapes, on va dire, de la compagnie des corps sonores, et dans laquelle j'ai commencé effectivement, au lieu d'utiliser des instruments de musique, d'utiliser les bâtiments eux-mêmes. Geste instrumental quand même qui est nécessaire. Vous avez bien vu à plein de moments que c'est aussi la qualité du geste qui fait la qualité du son. Tout ne sonne pas tout seul. Donc il faut quand même révéler un petit peu les qualités sonores du monument. On est dans une approche là où je considère que tous les sons sont déjà là, qui sont dignes d'être entendus. Et après, ce qui va en rester, c'est souvent, alors que c'est vraiment c'est non reproductible, ça j'y tiens beaucoup. Attention, c'est vraiment quelque chose
d'hyper important. Vous voyez que c'est une réaction peut-être contre l'industrie du disque, par exemple. C'est absolument non reproductible. Tous les sons, ils sont là, on ne va pas les transporter avec nous, on ne va pas transporter un château, une piscine ou des choses comme ça. En revanche, ce sont les sons réels d'une certaine manière et les riverains, ils peuvent revenir après le spectacle et coller leur oreille et ils entendront que c'était bien ce son-là. Il y a aussi une mémoire collective qui se crée dans le ressenti qu'on peut avoir d'un quartier, d'un monument, quelque chose comme ça. Il y a une espèce de mémoire légendaire un petit peu qui se construit et je pense réellement qu'on peut, en tout cas, on peut se rassembler autour du son. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans les visites d'idées du paysage sonore, dans les promenades dans l'oreille d'un compositeur, etc. C'est essayer de se rassembler et de se questionner, est-ce que vous entendez la même chose que moi et qu'est-ce que ça vous rappelle? Est-ce que vous vous souvenez des sons de votre petite enfance?